Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler et je vais vous lire et vous montrer les documents, les images et les illustrations des deux premières parties, des deux premiers épisodes de Ruby Tête Haute. Ok, et puis j'explique un petit peu le texte. Comme ça, ensuite, vous pouvez répondre sans problème aux questions qui seront posées sur la feuille du programme. D'accord? Alors, c'est parti, on y va. Donc là, nous, on avait déjà bien vu la couverture. D'accord? Avec donc cette petite fille et ces hommes derrière assez, assez négatifs, assez effrayants, faut dire aussi. Voilà. Alors, j'ouvre le livre. Voilà. Donc, le texte de l'introduction, on l'a étudié la semaine dernière. Ok. Voilà la première illustration. Cette première illustration, c'est celle-ci qui est finalement l'adaptation, la revisite du tableau de Norman Rockwell par Mark Dagneau. Alors, on va s'interroger 5 secondes sur cette illustration. Donc, vous avez deux hommes derrière la petite fille, derrière Ruby, et deux hommes devant. Ces hommes ont un insigne sur la poitrine. Cet insigne qu'ils ont sur la poitrine représente le fait que ce sont des forces de l'ordre. D'accord? Ensuite, sur leurs bras, si vous regardez bien, il y a, on le voit mieux, je vais me rapprocher, sur ces bras-là, un brassard jaune qui signifie qu'ils font partie de la police US, United States, ça veut dire des États-Unis. Ok. Je vais me rapprocher aussi de ce dont je vous parlais dans la première vidéo. C'est cette trace-là de tomate écrasée que l'on voit en dessous. D'accord? Et le mot nigger qui est écrit juste au-dessus de la tête de Ruby. Donc on a déjà expliqué que nigger, c'est un mot péjoratif, dépréciateur, négatif pour parler des gens qui ont la peau noire. On se déplace un tout petit peu et ici on voit trois lettres. K, K, K. Alors, le KKK, c'est le Ku Klux Klan. Le clan, c'est un ensemble de personnes persuadées que les seuls qui ont le droit et d'avoir des droits et de s'exprimer aux États-Unis sont les blancs et les hommes blancs en particulier. Donc, ce qui est écrit là sur le KKK, c'est en fait Rockwell voulait bien montrer que derrière toute cette agitation, il y avait aussi une volonté de cette espèce de groupe de personnes d'agiter le peuple et de lui monter la tête pour faire en sorte que cette pauvre petite fille ne puisse pas aller dans son école. Donc là, on voit bien que Mark Dagneau, l'illustrateur, s'est vraiment inspiré, a vraiment reproduit, pas comme une reproduction qu'on peut voir, vous savez, dans les musées, vous achetez des fois dans les musées des reproductions de la Joconde, ou je sais pas moi, ça peut être la chapelle Sixtine, des grandes peintures comme ça. Là, il n'a pas fait une reproduction exact, il s'est inspiré et avec son talent à lui, sa façon de peindre à lui, il l'a revisité. Alors, je tourne la page et j'arrive à l'épisode 1. Alors, je lis, je vous montre juste, pardon, ça bouge un peu aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de mal, le livre est grand et donc j'ai un petit peu de soucis à cadrer, c'est un petit peu compliqué, voilà. Alors, sur cette pardon. Sur cette image, Ruby et sa maman
passent dans leur ville. On retrouve le mur de briques rouges qui est assez habituel dans les villes de Louisiane. Ce sont des constructions anciennes et souvent de briques rouges. Hein. Donc, on retrouve ce mur de briques rouges exactement comme devant, vous savez, comme sur l'image de la couverture. On retrouve le chien, toujours avec son air aimable. Il y a des hommes. Donc ici, ça a l'air d'être un bar ou un restaurant ou une espèce de café. Et dessus, il y a écrit de deux manières différentes et à deux endroits différents et très proches, white only. White only. Alors, white only, ça veut dire blanc seulement. Donc, seulement, les blancs sont autorisés à rentrer dans le café, dans le restaurant. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a que des personnes à la peau blanche à l'intérieur. Et elle passe. Alors, la maman, vous regarderez bien, elle a le visage baissé vers le sol. La petite fille, elle a l'air toute insouciante avec sa petite robe, son petit panier à la main. Alors certainement qu'elle se dirige vers quelque part où elle avait besoin d'avoir peut-être un panier repas, je ne sais pas. D'accord? Donc bref, cette illustration nous montre un des effets de la ségrégation. Un effet de la ségrégation, c'est-à-dire que il y a une séparation stricte entre les lieux pour les personnes blanches et les lieux pour les personnes noires. Les blancs ne fréquentent pas les mêmes lieux que les noirs. D'accord? Je vous montrerai, je vais faire un ensemble de photographies qu'on peut trouver. Vous pouvez toujours trouver des photographies sur Internet en allant dans Google, vous tapez ségrégation aux États-Unis. Et vous allez avoir des tas de photos avec des quais de gare où on voit white only on this side, ça veut dire que les personnes blanches de ce côté-là, ou strictly reserved for black people, c'est-à-dire réservé exclusivement aux personnes noires sur un morceau du quai. Vous allez avoir des fontaines d'eau dans la ville avec for white people, for black people. Donc c'est-à-dire pour les blancs et pour les noirs. Je vous montrerai et on fera une petite analyse de ce document. D'accord? Bien, alors, je lis. Comme ça, vous pouvez suivre sur l'écran aussi. Voilà. Je m'appelle Ruby Bridges et je suis née en Louisiane, un État du sud de l'Amérique. Autrefois, la Louisiane était un pays étrange, avec des marais fantastiques remplis d'alligators, des marécages où poussaient des cyprès géants aux longues racines plongeant dans l'eau, des grandes forêts sombres où semblaient pendre aux branches des arbres de longues chevelures grises. Beaucoup de marais ont été asséchés, des villes ont été construites, mais il reste encore de vastes forêts, des marais peuplés d'alligators, des arbres enveloppés de voiles de mousse, des grandes fleurs tropicales, des millions d'oiseaux qui traversent le ciel et le grand fleuve Mississippi qui coule puissant et terrible sans faire plus de bruit qu'un petit ruisseau. La Louisiane, c'est aussi le pays où longtemps les Blancs ont refusé d'habiter dans les mêmes quartiers que les Noirs, de manger dans les mêmes restaurants, de dormir dans les mêmes hôtels, d'envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles. Ce refus s'appelle la ségrégation. Et il a fallu beaucoup de temps et de peine avant que cela commence à changer. Le président des États-Unis et les lois disaient bien qu'il fallait que la ségrégation cesse, mais beaucoup de Blancs refusaient de vivre avec des Noirs. Alors a commencé une drôle de bataille, et moi, à ma manière, j'y ai participé. C'était en 1960, et j'avais 6 ans. Je vivais alors heureuse avec mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. C'était comme un monde à part, nous étions tous noirs et je trouvais normal de vivre ainsi. Même si l'école où j'allais était très éloignée de la maison, alors que tout près de chez nous, il y avait l'école William Frantz, mais seuls les enfants blancs avaient le droit d'y entrer. Quand je suis née,
mes parents habitaient avec mes grands-parents qui étaient métayers. Les métayers ne possèdent pas de terre, ils travaillent pour des propriétaires. La vie était alors très difficile. Il arrivait que ma mère porte jusqu'à 40 kilos de coton sur son dos. Quand j'ai eu 4 ans, nous sommes allés nous installer dans la grande ville de la Nouvelle-Orléans pour chercher une vie meilleure. Mon père était employé dans une station-service et ma mère faisait des ménages la nuit dans les hôtels de la ville. Parfois, elle exerçait des métiers bizarres. Elle nous racontait en riant comment elle avait fabriqué des cercueils dans une usine et comment pendant leur pause de midi, elle et les autres ouvrières faisaient une petite sieste dans un cercueil. Alors, voilà l'illustration de cette page. Donc, école William France, public school, ok, William France, école publique. Bon, bah pas si publique que ça puisque tout le monde ne peut pas y aller. Hein. Ensuite, des enfants qui montent les marches de l'école. Quelqu'un qui fait rentrer des enfants devant la porte. Des mamans qui accompagnent. Et la maman de Robbie et Robbie, toutes les deux, devant l'école qui passent. Alors vous remarquerez encore une fois la maman avec les yeux baissés, la tête penchée vers le sol. On sent bien qu'il y a un malaise, quelque chose qui ne se passe pas normalement. Je tourne la page. Nous avions peu d'argent, mais beaucoup de joie. Ma mère nous préparait d'énormes petits déjeuners avec du gruau d'avoine, des œufs, du bacon et de délicieux gâteaux. Elle nous régalait de pudding à la banane, de riz au poisson-chat et de tant de bonnes choses encore qui embaumaient toute la maison. L'après-midi, après l'école, je jouais avec mes amis aux osselets, à la corde à sauter ou à grimper à l'arbre géant près de la maison. L'été, nous allions tous chez les parents de ma mère qui tenaient une ferme d'élevage. Avec mes frères et sœurs, mes nombreux cousins, nous formions une véritable petite bande. Grand-mère ne nous laissait pas le temps de flâner, ni de nous ennuyer. Il fallait récolter les légumes, préparer des conserves, et le soir, nous nous couchions épuisés. Mais ces vacances-là restent comme l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et puis, tout a basculé. Comme une petite feuille tombée de l'arbre en automne, le grand vent de l'histoire m'a soulevée, emportée et jetée dans un incroyable tourbillon. Alors, un petit moment agréable et sympathique, les vacances de Robbie à la ferme. Voilà, le grand arbre. On voit les animaux de la basse-cour, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Et je vais stopper 30 secondes la vidéo et en faire une deuxième parce que là, sinon, j'aurai pas assez de temps.